Apéro preview, Boston-Indiana. Finale de conférence. C'est- Comme prévu. C'est pas Boston-New York? Les Pacers sont là où on les attendait. Non, c'est vrai que moi je voyais les Knicks faire mieux. Après, on a expliqué dans une vidéo précédente le pourquoi du comment, du pourquoi. Emotional damage. Voilà, c'est ça. Et bah voilà, on est sur un Celtics Pacers, le premier de conf contre le sixième. Hein, c'est bien, oui, c'est ça. Le premier contre le sixième. Le sixième qui a donc upseté les Bucks troisième au premier tour et les Knicks deuxième au second tour. Incroyable. Allez, ça c'est fait. Regardez nos amis les Pacers, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Vous les mettez face à une équipe plus forte. Bon, elle est peut-être blessée. Mais en tout cas, on va gagner. Vous êtes bien dans la preview spéciale finale de conférence. Oui, désolé aux copains-copines qui, comme Bibi, avaient un petit Boston-New York en finale de conf. Toi aussi? Moi aussi. Beaucoup de gens avaient ça. Certains avaient mis les Sixers, d'autres avaient mis les Bucks en espérant que Yannick soit sur deux jambes. Non, ce sont bien les Pacers de Rick Carlisle. Ancien joueur des Boston Celtics. Ouais, tout à fait. Là, c'est le Larry Birdico surtout. Hein. Non? Ouais. Ah bah Celtics Pacers. Moi- C'est un Larry Birdico. Pour moi, c'est Non. le Aaron Nesmith-Ico. Ouais, ou le Aaron Nesmith-Ico, effectivement, ça marche aussi. Plein de joueurs dont on va devoir parler. Eric Carlisle qui a porté le maillot vert avant de coacher les Pacers. On a vu aussi Aaron Nesmith porter le maillot vert mais pas faire sa place, alors qu'aujourd'hui à Indiana, c'est un membre important de cette franchise qui aille jusqu'en finale de conférence. Tout à fait titulaire. On va faire comme d'hab avec Sinator. On va démarrer avec la dynamique des équipes. Dynamique des deux équipes, on enchaîne tactico-technique. Tactico-technique. Évidemment. Pour aller dans le bureau de Joe Mazzulla. Attention, ça step up face à Rick Carlisle. Pour c'est savoir clair. quel aspect du terrain va nous intéresser plus que d'autres. Ensuite, on va sortir les jumelles. Joueur à suivre, exactement. Soit un gros joueur, soit un role player qui peut plus faire le facteur X, à voir ce qu'on a envie de développer dans cette rubrique. Avant de finir avec l'avenir. L'avenir, le pronostico, comme vous le savez, hein, c'est fiable, c'est propre. On est droit dans nos bottes. Si vous voulez savoir le score de cette série, vous pouvez tout de suite aller cliquer vers la fin. Tranquille. Ouais, voilà, vous aurez la réponse. Tu sais ce qu'il y a d'autre de tranquille? Non. Nos amis les Celtics. Ouais. Démarrons tout de suite avec C'est la serein. dynamique des deux équipes. Très serein. Parlons de Boston, Alex. Dynamique des deux équipes pour commencer. 4-1. C'est ça, hein? Boston, 2 fois 4-1, Ouais. 2 fois dans le même modèle. Ce qu'on aime bien, c'est perdre un match à domicile et ensuite on s'occupe de vous chez vous. Ouais, on lâche un peu, on se discipline pas assez pour le game 2, on se voit un peu trop beau, mais on est trop beau aussi quand même. Genre, ils ont de la marge. Moi, c'est la sensation dans la dynamique, la sensation numéro 1 que j'ai quand je vois les Celtics. Il y a d'autres, hein. Il y a des fois un peu d'énervement, parfois ça me saoule, comment ils jouent, et que c'est peut-être un petit peu softy, jumper et tout ça, mais Force est de constater. force est de constater que quand il faut fermer la porte et sortir la défense et rentrer des tirs, ils le font. Et que face à un hit diminué de Jimmy Butler, face à des Cavs sans Jarrett Allen, encore faut-il voir si c'était vraiment des Cavs qui du coup étaient moins bons. Moi je suis pas sûr. Oh, quand même. Je suis pas sûr. Quand même. Mais c'est une autre discussion. Et parfois sans Donovan Mitchell. Et parfois sans Donovan Et Mitchell. parfois sans Caris Pour le Levert. coup sans Donovan Mitchell, voilà. Mais les Celtics ont fait le boulot avec plusieurs joueurs. Donc un mec comme Tatum, bon, réussite au tir n'est pas là. T'es qu'à moins de 30% à 3 points depuis le début des playoffs. En revanche, ça se bat au rebond. Ça met quand même ses 24-25 points. Ça essaie de distribuer. Ça distribue. Hein, quand même. Hein. Jalen Brown, ça a fait des matchs assez complets. Derrick White, bon, pas Derrick White. Il est vraiment très en forme depuis le début des playoffs. Ouais, et sachant qu'il était extrêmement chaud contre Miami et qu'il y a eu un petit Un coup de peu bague, moins quoi, voyant voilà. contre les Cavs. Mais dans l'ensemble, depuis le début des playoffs, Oui, il oui. fait vraiment le taf. On a vu le réveil aussi de Jrue Holiday sur la deuxième partie de série Oui. contre nos amis de Cleveland, puisque au début C'est pas une bonne on nouvelle disait, pour les oh là là. Pacers d'ailleurs, ça. Ouais, t'as fait une très bonne nouvelle pour les Pacers, on en Mm. parlera tout à fait. Impossible de parler des Boston Celtics sans le sujet qui occupe évidemment la tête de tous les fans du Massachusetts, Kristaps Porzingis. Au moment où on parle, il est plus probable qu'autre chose d'avoir un Kristaps Porzingis absent sur les games 1 et 2. Il est annoncé Game Time Decision, mais Boston ne forcera Le mollet, rien. hein, c'est le mollet. Hein. Tout à fait. Kristaps. Boston ne forcera rien. Alex, Kristaps Porzingis n'a pas été là sur une bonne partie des playoffs puisque c'était à Miami, si je dis pas de bêtises, qui s'est blessé. Et donc on va devoir très certainement démarrer la série encore une fois sans le laiton au poste de pivot. C'est logique que Boston ne force rien, c'est assez logique étant donné que ils ont montré contre les Cavs qu'ils pouvaient faire vraiment du beau taf même à l'intérieur sans Porzingis, même si c'est vrai que c'est une absence quand même regrettable de par sa taille, protection de cercle, plus shoot à 3 points, c'est clair que c'est chiant.
les Pacers ne sont pas non plus une menace folle en termes d'intérieur qui vont te jouer au poste ou t'attaquer le cercle. Après, pour jouer Miles Turner, Porzingis, ça peut être bien, mais c'est un autre sujet qu'on va développer dans cette preview. Donc je pense que c'est logique de pas forcer. Bien sûr. Tu y vas avec Horford, tu joues un peu small ball. Peut-être tu utilises Tillman, on verra, parce que Mazzulla, il a pas l'air passionné par l'utilisation de Tillman. Hein. Non, ça me surprend perso, hein, mais bon. Ça dépend des match-ups. Il faut aussi retenir que des joueurs qui sont utilisés comme ça, ou parfois recrutés, comme ça en cours de saison, peuvent servir dans d'autres situations. C'est-à-dire que Tillman, autant là, pour le moment, ça va pas. Autant s'il y avait eu, je sais pas moi, comme 80% des brackets, un Boston-Denver en finale NBA, tu aurais été content d'avoir Xavier Tillman. C'est ce genre d'addition qui est faite dans ce sens. Hein. C'est aussi pour ça que tu joues les Wolves. Tout à fait. Tout à fait. Non mais tout à fait, bien sûr. Non mais je veux dire par là, Tillman pour le moment, l'utilisation n'est pas extraordinaire, mais je pense qu'il sortira de sa boîte un peu plus tard. Tatum, on avait demandé un step-up entre le premier round et le second, il y est. Les pourcentages, comme tu as dit, ne sont pas trop là, mais il y a eu davantage de takeover de sa part, et puis aussi des bons choix parfois défensifs, notamment pour venir aider au poste ou au rebond. Moi j'ai bien aimé ce qu'il a pu apporter. Ouais, je suis d'accord. Et puis, petit changement d'ambiance quand même. Alex, si je dis pas de conneries, là je les ai sous les yeux, les matchs de nos amis de Boston sur ces playoffs 2024. 3 matchs, 3 seulement, sur 10 où ils ont laissé l'adversaire marquer plus de 100 points. Ah non, je te dis défensivement. Ouais, mais là tu affrontes les Indiana Pacers. Mais complètement. Pote. Mais justement, c'est là que cette rencontre de série va être très intéressante. C'est que les Cavs. Il y a eu des manques de Donovan Mitchell. Le Heat sans Butler, en attaque, tout est plus compliqué. Donc là, pour la première fois depuis le début de ces playoffs, la défense des Celtics va affronter une attaque qui a montré que dans son style à elle savait être efficace, prolifique, dangereuse et tout ce que tu veux. Tu vois ? Tout à fait, on peut débattre encore une fois des adversaires, mais numériquement, statistiquement, efficacité, ils sont monstrueux. Mais j'ai même envie de dire la meilleure attaque des playoffs 2024, ce sont les Indiana Pacers. Attention, on l'a dit dans une autre vidéo, meilleur pourcentage à 2 points, meilleur pourcentage à 3 points, plus grand total de passes décisives et de moyenne par match, ce sont les Pacers de Rick Carlisle. Non mais complètement, ça c'est sûr, tu as raison d'en parler. En termes de dynamique, ça va être très intéressant de voir comment les Celtics vont se comporter défensivement ou en termes de gestion du rythme ou d'empêcher les Pacers de trop pouvoir jouer en transition. Donc ça, mais on peut constater aussi, ils l'ont montré lors des tours précédents, ils en sont capables. Ils sont capables de grosses séquences très disciplinées défensivement. C'est une top 5 défense de la saison, les Celtics. Hein. Et en plus, ils ont des joueurs extérieurs défensifs. On va en reparler dans les rubriques qui viennent, mais clairement, ils ont de quoi. Oh, ils ont totalement de quoi tenir et ils ça va être quoi résister en attaque aussi. Enfin, ils ont de quoi complètement. Non, mais de toute façon, Boston part en clair favori. Alex, je pense qu'on peut s'aligner là-dessus. Quand les Celtics voient le tableau global des playoffs à l'heure actuelle, on a un très bel alignement de planète puisque les Celtics voient les Knicks chuter, les Sixers au revoir, le Heat, ils sont à Cancun depuis ne sais-je. Donc c'est vrai que pour le moment, on a un très joli alignement de planète pour les Celtics qui attire des détracteurs. Il y en a plein qui du coup disent c'est un cakewalk jusqu'au final NBA. Encore faut-il passer les Pacers en finale de conférence. Et puis il va falloir élever son niveau de jeu parce que moi j'en ai parlé pas mal avec des fans de Boston, notamment à la brocante. On les trouve sérieux, sereins. Est-ce que tu as été impressionné par les Celtics sur ces playoffs 2024 pour le moment ? Non. Sauf un truc qui m'a impressionné chez eux, c'est que justement, ils m'impressionnent pas quand je les regarde jouer, mais ils battent tout le monde assez facilement pour l'instant. Ah ouais, ils ont des blessés, des machins, mais ils le font facilement. Genre, ils sont au-dessus. Ils ont de la marge pour moi. Ils ont de la marge, donc tout à fait. Ça, c'est toujours impressionnant. Après, est-ce qu'ils vont l'exploiter, cette marge ? Est-ce qu'ils, si jamais ils se font pousser un peu dans leur retranchement, et ça va être le cas, à mon sens, par les Pacers, parce que oui, Boston est favori, mais attention, justement. Attention à pas se relâcher, à pas laisser ces Pacers rentrer dans leur série, trop prendre confiance et tout. Parce que eux, les Pacers, alors ça a battu des Knicks blessés. Ça a battu au tour d'avant des Bucks blessés. Mais ça l'a fait. Ils l'ont fait, et encore une fois, on en a parlé quand on a débriefé les Game 7 dans une vidéo précédente. Les Pacers ont ce truc des équipes qui sont jamais faciles à jouer, c'est qu'ils ont une philosophie de jeu, et ils savent s'y tenir, et il faut leur reconnaître ce mérite. Ils jouent à fond, et tout le monde joue à fond, et tout le monde connaît son rôle chez les Pacers. Un grand mérite à Rick Carlisle, mais un grand mérite aussi aux joueurs qui sont impliqués et qui, à mon avis, vont débarquer là dans
quelques jours, mais limite quelques ça heures, peut se compter en heures. Mardi soir. Au TD Garden, ouais. avec l'intention d'en prendre un des deux. Bien sûr. Un des deux, c'est sûr. Surtout que tout à fait, pour faire la transition entre Boston et Indiana, comme tu le fais là à l'instant là sur les dynamiques, c'est que Boston, désolé, mais le bilan là où il est invaincu, c'est à l'extérieur. Boston n'a pas perdu de match à l'extérieur pour le moment, 4 matchs, 4 victoires, ça c'est très fort. C'est typique des équipes qui ont de la marge. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se disent on a perdu à la maison, attendez les gars, on va hausser un peu le truc et bim bim. Tout à match fait. 3, match 4, allez. Encore faudrait-il avoir taffé toute la saison régulière pour avoir l'avantage du terrain et bien l'utiliser. Donc peut-être aussi que quand tu travailles de septembre à le récupérer. Je veux dire, j'aime bien ce côté un peu de challenge. Allez les gars, on va donc rendez-vous à un partout à Indiana. Ouais, voilà, exactement. Rendez-vous à un partout. Non, mais c'est vrai que c'est un classique pour le moment du côté de Boston. Indiana, tu fais bien de le mentionner. Indiana, pour le moment, a remporté 3 de ses 4 matchs sur la série contre New York à domicile. Vraiment, Indiana, lorsqu'ils jouent devant le public, ils sont très très méchants. En plus, là-bas, ils sont assez hostiles. Enfin, vous imaginez bien tous les stéréotypes qu'on a pu balancer. Donc là, ça va être incroyable. Ça va être tout à fait. Mais à bière. Non, ça c'est pas d'Indiana. Ça c'est pas le nord. Oui. Bon, tu sais, c'est un peu dans le nord, Indiana. Ouais, mais un peu quand même. C'est un peu dans le nord, ouais, mais bon, dans ce cas-là, ouais. Ok. C'est pas plus au nord que Boston, si ? Je sais pas. Je vais regarder une carte. Faudra que je regarde sur une carte. Mais c'est vrai que Indiana, quand même, Alex, 3 victoires à domicile. Il y avait 3-3 avant le Game 7 face à New York. Très très gros boost de confiance, impossible de demander une meilleure dynamique pour les Pacers. Ils viennent de remporter leur Game 7 au Madison Square Garden. Pas de véritable blessé, sauf donc évidemment Bedick Mathurin. Mais c'est depuis le début des playoffs, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Tout à fait. Voilà, mais oui. Ils ont fait leur parcours de playoffs sans lui. C'est ouais. ça. Mais Indiana, très très bonne dynamique. Et en plus, au sein même de la dynamique, j'ai l'impression, Alex, qu'on a retrouvé des choses assez intéressantes. C'est-à-dire, Haliburton et Siakam, dans des registres assez différents. On a eu d'abord un gros début de série de Siakam face aux Bucks et un Haliburton qui était pas trop dedans. Et puis on a eu contre nos amis les Knicks un Siakam qui a rencontré OG Anunoby, c'était compliqué. Et par contre Tyrese Haliburton, on l'a vu aussi retrouver son mojo. Il nous a fait une fin de série contre les Knicks là. Attention. L'autre c'est ses premiers playoffs. Il est très très méchant. Quand même. Ouais, il monte. Il a eu. Moi, je dois dire que sur certains aspects de son jeu et depuis le début de ses playoffs, il y a des points qui me laissent sur ma faim. Mais c'est vrai qu'il a su, alors que là j'ai un tracteur des Pacers qui rentre dans la cour, alors que le container de... il a su élever son niveau de jeu dans les moments où il a fallu, notamment ce Game 7 qui est bon de la part d'Haliburton, mais qui n'est pas non plus, mais il est bon. Il est très bon. Voilà. Et défensivement surtout, je veux bien voir, on va voir. Mais il est là, il se comporte en patron. Il chambre, il trash talk, tout ça, et de temps en temps il a du mal en attaque, les tirs rentrent pas, mais quand ça rentre, c'est tous les Pacers qui vont bien aussi. Donc non, bien sûr, la dynamique d'Haliburton, elle est très bonne, il n'y a pas de problème, c'est comme les Pacers, mais la dynamique de Miles Turner, elle est très bonne. Les Pacers... Et puis attends, laisse tomber, Nembhard et Nesmith, ils vont arriver en mode, attends, mais ne me laissez pas ouvert, je vais tout mettre. Ils sont très très chauds, tout à fait. Et à partir du moment où Indiana respecte son plan de jeu, ça crée des problèmes pour tout le monde, qu'il y ait des blessés ou non. On avait mentionné, Alex, dans la preview, l'importance de notamment, moi j'en avais fait un point sur les passes décisives et sur cette capacité des Pacers à continuer à faire tourner le ballon. Dès que les Pacers font minimum 25 passes décisives, tu peux prendre tes affaires et aller au vestiaire, ça s'appelle une défaite. Ouais, ça s'appelle une défaite. Là-dedans, dans cette philosophie de mouvement de balle, donc évidemment Haliburton est hyper important. Pascal Siakam aussi, on n'a pas trop dit son nom encore. Dans la dynamique des Pacers, il y a aussi un Pascal Siakam, ce trade à la deadline. Je pense que dans l'autre preview, on va parler de la deadline aussi. Ouais, tout à fait. Ce trade à la deadline, là, il a pesé là contre les Knicks. Pascal Siakam, son Game 7 aussi, c'est pareil. C'est de la belle ouvrage. L'entame, c'est très très fort. T'as vu, genre il a fait. Suivez-moi. Moi, j'ai pris Kawhi dans la bouche. On y va. On y va les gars. J'étais là moi quand il y avait Kawhi. Bien sûr. Moi je me suis farci avec Kawhi au quotidien, tout à fait. Non, Indiana vraiment va très très bien. Je vous remets évidemment leur match jusqu'ici sur ces playoffs 2024. Donc Milwaukee géré avec notamment ces très très beaux matchs à domicile. Vous le voyez avec donc 3 victoires sur 3 matchs devant leurs fans. Et puis ensuite ici ça a aussi géré. Ils n'auront pas l'avantage du terrain face aux Boston Celtics qui ont donc l'avantage du terrain sur l'intégralité. De toute façon, ils n'ont pas eu l'avantage du terrain des playoffs encore. Non, tout à fait. Donc il va falloir essayer de cueillir peut-être nos amis de Boston dès les 2 premiers matchs comme ils l'ont fait avec Miami et Cleveland ça fait partie de leurs objectifs, c'est sûr, qui ont climatisé tranquillement le TD Garden Game 1 ce mardi soir. Est-ce qu'on n'irait pas dans les bureaux de Ricky et de Jojo?
Point tactico-technique, messieurs, dames, dans cette section c'est très simple. On fait semblant de s'y connaître en basket, on sort de l'expertise et on va parler justement d'un aspect pur du jeu qu'on va surveiller plus que d'autres. Alex, c'est quoi ton point tactico ? La bataille des bancs. La façon dont Mazzulla et Carlisle vont utiliser leur rotation et donc leurs joueurs de banc. Parce que on en a parlé là récemment quand on a parlé des Pacers, McConnell, Toppin, Ben Sheppard, qui fait pas tout le temps, mais de temps en temps des bonnes séquences, comme Isaiah Jackson. Donc 2 jeunes joueurs, plus McConnell et Toppin. Bon, McConnell, il a bourlingué, mais Toppin, il n'est pas si vieux. Le banc des Pacers, j'ai été faire des petits calculs. C'est grosso modo, c'est un peu plus de 30 points par match. C'est 10 rebonds et 8 passes. C'est bien. Le banc des Celtics... Alors, faut voir comment tu pondères Horford parce qu'il est passé du banc à titulaire à cause de la blessure de Porzingis. Mais en gros, on est plutôt à 23-24 points par match. C'est pas la même. Donc, c'est un assez gros différentiel. Et surtout, en termes d'impact, les Pacers ont cette chance. C'est qu'ils ont une philosophie de jeu et une façon d'essayer de rouler sur l'adversaire en jouant vite, transition, en essayant de défendre le mieux possible, même si c'est pas une vraie équipe défensive. Et derrière, d'exploiter. Quand les tirs rentrent, ça devient injouable. Le banc est complètement dans cette mouvance. Le banc a même les moyens de faire tenir le rythme. C'est-à-dire que tu as Haliburton et... J'exagère, mais allez. Haliburton et Siakam sortent. McConnell et Toppin rentrent. Tu peux continuer à jouer pareil. Tu vas continuer à jouer pareil. Ça galope, hein. Et sur certains aspects, parfois même, tu défends mieux. McConnell, en défense, il est plus petit, il est moins athlétique. C'est mieux que Haliburton, évidemment. Voilà, c'est différent, mais je pense que c'est mieux aussi, mais c'est surtout différent. Ça se complète vachement bien de toute façon, hein. Même Nembhard, c'est pas pareil. Hein. Et là, je suis très intéressé de voir parce que tu l'as sous-entendu un peu pour Mazzulla. Là, il va jouer Rick Carlisle, on l'a vu, vieux briscard, malin, tout ça. Il sait exploiter les conférences de presse, il sait exploiter aussi son effectif, il sait mettre en place ce qu'il faut dans un temps mort et tout. En gros, il sait poser des problèmes tactiques au coach et au staff adverse. Et on voit bien qu'il y a moyen. Spoelstra, avec le peu qu'il avait sans Butler, l'a montré au premier tour. Ça n'a pas marché. Hein. Bickerstaff a proposé des ajustements qui ont un peu fait chier aussi les Celtics. Après, ils sont ajustés et tout machin. Là, je veux bien voir comment Mazzulla va utiliser son banc parce que Horford, on verra si Porzingis revient. Mais si Porzingis revient, c'est vraiment une bonne nouvelle pour Porzingis, pour le 5 majeur des Celtics, mais aussi pour les rotations et la bataille des bancs, parce que du coup, tu peux faire sortir Horford du banc, ça lui va vachement bien. Mais je veux bien voir comment les Pritchard, Heuser, et puis c'est quoi ? C'est Cornet, quoi. C'est ça le banc des Celtics. Je veux bien voir comment ils vont tenir face à ce banc des Pacers qui est très efficace, et comment du coup, Mazzulla et Carlisle vont gérer leur rotation. C'est-à-dire, si tu es Mazzulla et que tu vois que ton banc n'arrive pas à tenir, est-ce que tu vas limiter complètement les minutes de tes gars du banc ou tu vas toujours faire en sorte que quand tu fais jouer Sam Heuser, il y a un bon gros Jaylen Brown, il y a un Derrick White, tu vois ce que je veux dire ? Et tu fais pas du full second unit là si t'es Mazzulla. Faut faire hyper gaffe à ce genre de séquence parce que sinon Carlisle il va te désosser. C'est sûr et certain. Non, ouais. Donc, pour moi, c'est un angle sur lequel Indiana peut vraiment faire des dégâts et sur lequel Boston doit faire très attention, c'est que si le banc des Pacers commence à mettre des 5 ou 10 points par match d'écart au banc des Celtics en moyenne, tu vois, faut faire gaffe, parce que ça peut être les soirs où les 5 majeurs font un peu jeu égal au tir, ça peut jouer là. Bien sûr, tout à fait. C'est marrant que tu mentionnes ça parce qu'il y a un aspect de la série précédente d'Indiana qui peut par contre donner espoir à Boston, parce que là en effet tu dis attention, il y a un potentiel pour Indiana de faire la différence. Pour moi c'est la bataille des bancs, c'est un potentiel pour Indiana effectivement. Et pour autant Boston doit aussi avec Mazzulla voir des enseignements de la série précédente, c'est que il y a de la place pour jouer, et donc pour peu que tu trouves à la fois les failles dans la défense des Pacers, qui a quand même des failles, et que tu trouves les bons mots aussi pour les Pritchard notamment, c'est surtout Pritchard et Hauser moi que je vais surveiller. Alec Burks est sorti de sa boîte et nous a fait une fin de série de malade mental. Tout à fait. Il y a des espaces. Non, c'est possible. Je ne dis pas que les mecs sont injouables. Pritchard, il est à 8 points. Non, pas du tout. Mais je veux dire, pour aller dans ton sens, c'est que Pritchard, il est à 8 points par exemple de moyenne sur ses playoffs. Ouais. Sur une série comme ça, où il y a faire mieux. Du rythme, des espaces et tout, non seulement il peut faire mieux, peut-être même qu'il va falloir faire mieux. Parce qu'en fait, Indiana
autorise ce genre d'accès-là. Il y a des garçons, pareil sur la série de Milwaukee, où il y a des garçons qui ont permis de augmenter leur production. Donc il va falloir absolument tenir le regard parce que à 5 égales, tu peux vite te retrouver dans une série un peu chiante et plus longue que prévu. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que le 5 majeur des Celtics, pour moi, est quand même supérieur au 5 majeur des Pacers. Oui, attention, je suis pas en train de dire le contraire. Le 5 majeur des Celtics, de toute façon, quand il y a Porzingis, il est supérieur à plein de 5. Tous ceux qui sont actuellement en lice ou pas. Ok, non, je suis pas sûr. Okay. Je veux bien. Sur le début des playoffs, je suis pas sûr. Okay. Mais on verra, on aura sûrement des réponses. Mais par contre, là, je trouve qu'au niveau. Si jamais. En gros, pour moi, dans les soirs, comme on a un coach, Mazzulla, qui a un 5 majeur assez clair, à partir du moment où Porzingis est là, et des rotations de banc assez claires, les Pacers savent. Si moi j'en parle, les Pacers, ils en parlent aussi. Le coaching staff de Carlisle, ils le savent. Il sait qu'il doit bien rentabiliser sa seconde unit. Et donc, on va voir comment il va l'utiliser. On va voir comment, à quel point McConnell, parce que est-ce que McConnell met la race à Pritchard ou est-ce que Pritchard, justement, il tient le regard? Est-ce que Sam Hauser et Horford, s'il sort du banc ou du Cornet, c'est quoi attention la à Obi Toppin. T'es à quoi? Dans l'éventualité où t'as Porzingis qui joue, hein, et on imagine là un t'as une rotation à 8. C'est à 8. Ouais, t'as Horford, Pritchard, Hauser. Ouais, tu te passes de Cornet, je pense, dans ce cas-là. Cornet, il est vraiment là que parce que quand il n'y a pas Porzingis. Le retour de Brissett à la maison. Allez. L'ancien. Allez. Peut-être. Je tasserais bien Brissett. Peut-être, pourquoi pas, il peut apporter, hein, notamment face à Toppin. Tu vois, il peut apporter. Mais en tout cas, voilà, j'ai la sensation qu'il y a une des deux équipes qui a un banc bien rodé et un banc qui pèse et qui est productif plus que l'autre. Ouais. Voilà, c'est les Pacers. Tout à fait. La bataille des bancs, très importante à surveiller, évidemment, avec le GOAT TJ McConnell qui va encore nous régaler. Autant vous dire que TJ McConnell versus Peyton Pritchard. On n'a jamais vu une match-up aussi Boston Celtics de l'histoire de la NBA. Allez, ça c'est gratuit. On enchaîne. Je vais partir sur les Money Time. Alors, mesdames et messieurs, ça va les Celtics? Il va falloir exécuter. Ça allait les playoffs jusque-là. Alors, je vous remets sous les yeux très gentiment le calendrier de nos amis les Celtics. Voilà, vous avez... non, ça c'est les Pacers, pardon. Ouais, c'est les Pacers, voici les Celtics. Je vous laisse 20 secondes pour me trouver un match serré. Alors, il n'y en a pas ou est-ce qu'il y en a? Non, il y en a eu un seul, c'est le 109-102. Ouais, voilà. Qui est donc le fameux Game 4 remporté contre Cleveland, à Cleveland par les Celtics. Avec un gros tatou. Tout à fait. Non, et un gros brand. Alors, sur ce point clutch, pourquoi je vais prendre les Money Time? Parce que pour le moment, côté Boston, t'as pas eu à jouer de match clutch. Et d'ailleurs, statistiquement, quand la NBA fait l'accumulation des matchs clutch, ils en ont comptabilisé que 1 pour le moment chez les Celtics. Mais c'est vraiment une anecdote, c'est qu'en fait, il y avait 5 points d'écart à moins de 5 minutes de la fin entre les Cavs et les Celtics. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont catégorisé comme tel. C'est pas un match très clutch. Et Boston a fait le travail, mais est-ce que Boston s'est déjà retrouvé vraiment mené et avec la possibilité de faire un comeback dans un quatrième quart-temps? On a eu 2 défaites, mais les 2 défaites elles sont dégueulasses. Donc en gros, Boston n'a eu que 2 modèles véritablement pour le moment. Soit ça tabasse fort, soit ça se fait tabasser très fort. On n'a pas eu de juste milieu. Petit spoiler, nos amis les Celtics, j'ai l'impression qu'ils ont envie, vu les constructions qu'ils ont faites et vu la marge d'erreur dont tu as parlé qu'ils ont, qu'on va essayer de viser une bannière au plafond. Petit spoiler, mesdames et messieurs, on ne va pas continuer à mettre des branlées à tout le monde, on va continuer à élever le niveau de jeu, et en anticipation des finales NBA, tu vas te retrouver dans des matchs, mon gars, où ça va être serré. Donc, côté Boston, je souhaite une chose, c'est que si on se retrouve dans des matchs serrés, on voit une équipe forte, sereine, qui sait comment exécuter, qui s'applique, qui sait où faire mal, qui sait comment défendre, qui sait appuyer là où il faut, dans le secteur intérieur d'Indiana notamment, et qui ne rentre pas parfois dans ce hero ball à la Tatum et à la Brown où on est frustré. Ça arrive. Donc, mais pour toi quand même là, en cas de match serré, avantage Boston quand même, ou pas? Et côté Pacers, j'y viens tout de suite à ta question. Rick Carlisle, si tu as envie que cette série elle dure. Bien sûr, t'as envie de ramener les matchs serrés. T'as envie de les matchs serrés. Parce que s'il y a bien un truc que Indiana nous a montré, notamment sur ses playoffs, c'est que quand t'es contre Milwaukee, certes, il n'y a pas tout le monde, mais quand tu dois aller en overtime, ça joue, mon gars. Quand tu dois aller contre les Knicks, qu'ils ont quand tu dois aller contre les Knicks et que tu remportes celui-là, c'est très très bien. Quand t'as dû, évidemment là c'était pas serré, mais quand New York revient, ils ont pas tremblé les loulous. Et encore sur celui-là, on en a fait tout un apéro sur l'écran de Miles Turner. Mais c'est pas, les Pacers sont pas une équipe d'enfants qui débarquent des enfants de cœur. Non, mais je les ai pas trouvés ouf dans le Money Time. Hein. Tout à fait. Mais si tu es les Pacers, ton objectif, c'est de te ramener à 5 minutes de la fin et de dire,
essayons de faire notre meilleure prestation défensive parce que par contre offensivement on est l'équipe qui a le plus de pourcentage de réussite au tir, qu'on est capable de trouver la différence et qu'en plus nos amis les Pacers savent qu'ils vont affronter une équipe qui laisse très peu de secondes chances. Je veux dire, Boston, c'est une équipe qui verrouille le rebond défensif. Indiana n'est pas une équipe qui va trop au rebond offensif, donc il va falloir être très très précis au shoot. C'est vrai. Donc dans les Money Time, j'ai envie de voir tout ça. Par rapport à ta question que tu me posais là. Boston ou avantage Pacers dans les Money Time pour toi? Dans le Money Time, Boston doit avoir l'avantage. On est d'accord. Ils sont censés avoir l'avantage. Je suis d'accord. Mais je veux avoir la confirmation. On a dit que, comme beaucoup de joueurs le répètent, que chaque série de playoffs faut augmenter l'intensité. Je souhaite qu'il y ait des matchs serrés et je souhaite que dans ces matchs serrés, Boston dise les gars, allez vous tabasser là, les Mavs et les Wolves là, mais sachez que soit on a eu des matchs où on a mis des branlés, soit quand c'est serré, on gagne. Ouais, je suis d'accord. Et vous allez encore trouver des excuses, vous allez dire oh mais vous avez exécuté dans Money Time face aux Indiana Pacers. Ouais mais c'est des matchs serrés. Non, je suis pas d'accord. Ouais, voilà, exactement. C'est des matchs serrés. Et donc, pour le moment, comme tu l'as bien souligné, on a parlé parfois avec des fans de Boston sur ces playoffs sur les réseaux, ça va. Ça déroule. Ça déroule. Ouais. Ça déroule. J'aimerais bien, voilà, c'est peut-être aussi pour moi, pour le fun de cette série, qu'il y ait des matchs un petit peu serrés et qu'à ce moment-là, Boston nous montre sa capacité à assurer dans le Money Time. Surtout que, autant je suis d'accord avec toi, Boston a l'avantage sur les fins de match, autant Mazzulla versus Rick Carlisle, je veux bien voir comment ça se passe dans les 5 minutes d'un match serré, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je suis d'accord, et Siakam il peut être clutch, Haliburton aussi. Toi tu dis Boston ? Oui, quand même, parce que défensivement c'est voilà, une méchanceté. Exactement. Pardon. C'est parce que je pense qu'en fait ils peuvent verrouiller, ce que je ne pense pas que les Pacers peuvent faire. Enfin, j'ai pas l'impression. Il faut le voir. Voilà, faut qu'on voit, mais je les sens moins verrou. Je sens Boston plus peut-être ça va rater des tirs, peut-être ça va un peu trop hero ball. Par contre, les Pacers vont galérer à scorer. Je pense. Mais on a envie de le voir. Ah ouais, et pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu Boston dans un match très serré et très compliqué depuis quoi ? Faut remonter en saison régulière. Pas ces playoffs là en tout cas. J'essaie de revenir en saison régulière, mais j'ai l'impression que là récemment, les Celtics, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en plus, à partir de fin mars, ils ont commencé à reposer tout le monde parce qu'ils savaient ce que ça allait. Non, c'est voilà. La bataille des bancs pour Alex et l'exécution dans les Money Time et la façon dont les Celtics face aux Pacers vont gérer leurs matchs serrés qui vont être les premiers matchs serrés des Celtics sur ces playoffs 2024. On sort les jumelles ? On sort les jumelles. Il y a un joueur à suivre plus que d'autres dans cette série diabolique, le Larry Birdico, comme dit Alex. C'est qui ton joueur préféré ? Ou pardon. Mon joueur à suivre. Ton joueur à suivre. Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton, parce que tu l'as souligné tout à l'heure, Bastien, effectivement, sur la deuxième partie de série contre les Knicks, il est monté en puissance. C'est un jeune joueur, c'est une star. C'est le meilleur passeur de la saison régulière cette saison, même s'il a été blessé et que sa deuxième partie de saison est quand même moins bonne, moins étincelante. Parfois, il a un peu trop parlé et tout ça, machin. Mais c'est pas vraiment le sujet là de mon propos. Mon propos, c'est plus de dire que t'as joué des Bucks qui ont une défense sur le backcourt qui fait pas non plus rêver. Je te confirme, ouais. En plus, il n'y avait même pas Giannis pour protéger le cercle. Okay. Ensuite, tu as joué des Knicks où la défense des Knicks est bonne. Hein. Mais Brunson, McBride et DiVincenzo ou Hart ont fait de leur mieux pour venir te gêner et tout. Mais la défense, c'est plus une défense collective, intelligente des Knicks qui fait que leur défense est efficace plutôt que des mecs sur l'homme, sur le poste 1, ultra relou et tout. Là, les Celtics, non seulement ils ont une défense collective intelligente avec des ailiers qui savent très bien venir en aide, comme tu disais, ils verrouillent le rebond et tout, et des joueurs bien placés, disciplinés et beaucoup d'expérience, mais en plus, ils ont 2 putains de pitbull à te mettre. Et alors attention, hein, c'est du pitbull première classe. C'est du pitbull intelligent, physique. Brunson et McBride sont beaucoup plus petits qu'Haliburton. Déjà, Derrick White et Holiday, c'est que ça va les changer. DiVincenzo aussi qui était beaucoup sur. Et DiVincenzo, bien sûr. Mais même DiVincenzo, je suis pas sûr que DiVincenzo soit tellement plus grand que des White ou des Holiday. Hein. Et puis et Holiday, typiquement le genre de mission, ils vont se regarder avec Derrick White, ils vont faire ok, attends. T'as vu comment il tchatche, t'as vu comment il trash talk. Alors évidemment qu'il a le talent, Haliburton, et dès que ça va pouvoir jouer vite, il va nous régaler et tout. Mais là, j'attends de voir comment il va se comporter dans ce genre de série où ça va jouer dur sur lui. Il va y avoir un peu des petits shots, des cheap shots, des petits coups de vis, quoi.
où il va avoir vraiment de la prise à deux sérieuse, exécutée, disciplinée, comme Boston a montré qu'il savait le faire dès qu'il y a besoin. Où il va avoir un coup d'Eric White, un coup Jrue Holiday, et à eux deux, ils ont les moyens de se relayer au chevet de Haliburton pour qu'il y ait tout le temps. Quand ça va switcher, ça va demander à switcher, évidemment. Il va y avoir Tatum et Brown, hein, tu sais que c'est pas... Alors oui, tu vas essayer d'aller chercher Horford ou des Porzingis ou des gars comme ça. Mais en fait, dans les switches, il va pas si souvent que ça avoir une vraie mismatch en fait. Et les minutes où il y a Hauser sur le parquet, on l'avait vu, c'était avec Brunson. C'est sûr, je crois, il avait fait genre, il y a Sam Hauser sur le parquet. Cool. Ouais, voilà. Mais ça va pas être des longues minutes. Hein. Ah non. Et donc, Haliburton, c'est une grande série importante pour lui. C'est son plus gros défi de loin depuis qu'il est en NBA. Il faut qu'il ait la capacité de continuer à jouer son jeu assez génial, en vitesse, avec ses passes, avec ses choix de tir et tout. Mais il va falloir qu'il se fasse violence sur 2 points. Sinon, c'est lui qui va se faire trash talker, je pense. Il y a 2 points très importants. Le premier, c'est qu'il va falloir qu'il trouve le moyen d'aller au lancer franc. S'il continue à trop shooter extérieur, ça va être trop facile pour Derrick White et Jrue Holiday d'être en face. Bah ouais, mais c'est une erreur. Parce qu'il va être bien mieux contesté que dans les séries précédentes. C'est des joueurs intelligents qui vont bien moins faire des fautes à la con, qui vont être beaucoup plus dans son short et tout. Ça va être beaucoup plus dur. Il faut qu'il trouve le moyen. Il a la capacité. Il a la vitesse, il a le handle, il a la vision, il a tout ce qu'il faut. Il doit aller plus à minima, attaquer le cercle dans la raquette. Et le deuxième, il doit mieux défendre. Il doit mieux défendre. Parce que s'il y a bien un truc que Boston va faire, à travers les Holiday, les White, voire des Brown, on verra comment ils vont le fatiguer. Hein. Ah ouais, ils vont le cibler. C'est sûr et certain, ils vont le cibler. Et en fait, même si White et Holiday ne sont pas des joueurs, premium en attaque, c'est des bons attaquants, hein, c'est pas ce que je veux dire. White est vraiment très en forme dans la série face au Heat, un peu moins, mais enfin c'est un type, il est à 43% de loin depuis les playoffs. Holiday, tu l'as dit, ça va un peu mieux. Les deux sont capables de poser un peu le ballon. Les deux sont capables, si tu les serres et qu'il y a Haliburton au poste, d'aller jouer, de pousser et tout machin, enfin bref. Agressivité offensive, tu peux pas te contenter de lâcher la balle dans les corners et de prendre des 3 points. Je schématise exprès, hein. C'est pas ce que fait seulement Haliburton. Et deuxièmement, bien défendre, être concentré parce que tu vas te faire cibler. C'est une immense série devant Haliburton qui l'attend. Une immense série. Le plus grand défi de sa jeune carrière. C'est du lourd en face. Hein. Ouais. Tous les postes extérieurs, il n'y a quasiment pas de mismatch favorable. Parce qu'il n'aura pas beaucoup de minutes face à Hauser et Pritchard. Ça va, Mazzulla, évidemment. C'est pas un génie, on a compris, mais quand même, ça, je pense qu'il l'a. Bien sûr. Je pense qu'il l'a bien, ça. Non, normalement, ouais. Donc, non. Haliburton, ouais, grave. Je vais trop regarder. Déjà, je vais regarder Boston, ok, ils font quoi ? Derrick White d'abord, et après, c'est un Holiday. Non, en fait, c'est chacun son tour. Tu sais, je vais regarder ce que fait. Ouais. Et du coup, en fonction de ça, je vais regarder à quel point Haliburton est capable, parce qu'il est capable d'identifier les petites failles qu'on lui laisse. Ok, c'est Derrick White, alors je vais plutôt faire ci, faire ça. C'est Holiday. Bon, bref, tu vois. Vraiment, une grande série l'attend. Moi, tu sais ce que je ressens pour l'ami Tyrese Haliburton depuis très longtemps. Hein. C'est un de mes coups de cœur depuis l'époque déjà de sa draft. Hein. D'ailleurs, magnifique draft 2020, puisque Anthony Edwards et Tyrese Haliburton sont en finale de conférence. Hein. C'est tout à fait sympathique. Sachant que Tyrese Maxey ressemblait à Michael Jordan au premier tour, donc tout va bien. On parlait de Money Time à l'instant. Hein. Moi, si Tyrese Haliburton, il y a un match serré et la balle est dans ses mimines, côté Boston, je suis pas serein. Non. Parce que, ok. Mais t'as les gars. Il y a les gars, mais ok. C'est déjà pas mal. Il parle beaucoup plus quand il y a plus 15 au score que quand il y a moins 5. J'adore pas son trash talking. Tu te doutes bien, hein, en faisant du trash talking depuis longtemps, moi je valide pas forcément sa méthode, mais là il va se taper tout à fait, comme tu le dis, le plus gros challenge. Après, si Indiana fait collectivement le travail pour se retrouver dans les matchs serrés, c'est que le mec qui a la brouette la plus large dans la série, ça se discute. Hein. Ouais, lui, il est capable d'arriver et de faire... Bon bah les gars, je suis désolé, en fait je suis à 3 sur 3 à 3 points là sur les 2 dernières minutes, je gambade en sautant par-dessus les défenseurs, et il est comme ça, il rend fou, mais pour ses premiers playoffs, c'est quand même assez solide la façon dont il est passé par des phases pas faciles et où il a continué quand même à produire. Non mais c'est assez solide, je suis d'accord, je dis juste que là, il a une énorme opposition en face. Ah tout à fait. Une énorme opposition athlétique, intelligente. Ouais. Des gros défenseurs. Holiday, c'est un spécialiste défensif. Derrick White, non, bien sûr. Derrick White, je veux dire, il est all defense. Il cause pour les all defense. Tu vois, genre. Il doit y être. Donc, non.
gros défi pour lui, jeune joueur, superstar, vas-y, montre-nous. Vas-y mon gars, ça va pas être facile. Montre-nous que j'ai eu raison de te mettre en All-NBA Team, contrairement à... Tu l'as pas mis toi aussi ? Non, je l'ai pas mis, c'est logique. Voilà. Montre-nous que tu étais un des meilleurs meneurs de la draft 2020, comme on avait discuté déjà à l'époque. Je vais partir sur Monsieur Al Horford, sur cette série. Comme on a parlé en tout début, Alex, sur les dynamiques. Kristaps Porzingis est annoncé plutôt absent sur les 2 premiers matchs. Boston va jouer à domicile, tu prends pas de risque. On devrait retrouver du Al Horford, évidemment dans le 5 majeur, à voir ce que nous réserve Mazzulla. Hein. Mais très hâte de voir Al Horford pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que Pépère il va avoir 38 ans là, dans quelques jours, et donc là, on le sait. Comme Mike Conley l'a dit aussi du côté de Minnesota, il n'en a pas pour 1500 ans encore de carrière, donc c'est maintenant qu'il faut aller jouer la bagouze. Hein, donc Al Horford il est là. Al Horford qui athlétiquement et physiquement répond présent. Où il y a eu une défense extrêmement bonne, notamment de Al Horford en recovery, en protection d'arceau, sur certains switches. Ça a été très très bon je trouve. Maintenant, changement de tempo, puisque là vraiment il va falloir galoper. Ce qui n'est pas vraiment quelque chose qui fait peur à Al Horford. Là où je vais surtout le surveiller, si vous êtes fan de Boston, mes potos fans de Boston, et que vous avez regardé notamment l'intégralité des playoffs de Al Horford, le dernier match contre Cleveland, il rentre enfin ses 3 points. Il est à 6 sur 12 ou 6 sur 13, je crois, sur cette rencontre. Il met 22 points, c'est la folie. Ça. Et Al Horford, avant ça, il y a eu des matchs entiers où il n'y avait pas un shoot à 3 qui rentrait, mais c'était vraiment très très compliqué de regarder Al Horford shooter. Je ne sais plus à combien il est, je vais vous remettre là juste les stats sous les yeux. Depuis le début des playoffs, il est à 32%. Depuis le début des playoffs, ouais. Je l'ai là. Depuis le début des playoffs, Al Horford, il est à 32% à 3 points. Il en prend 5 par match. Et on est passé par un calvaire ici à 0 sur 6 et 0 sur 4. Il y a même eu un 1 sur 5 pour démarrer la série. Et on a eu là ce regain là. Ce petit 6 sur 13, voilà qui fait plaisir. Sachant qu'il avait un petit... Ça va. Petite production, mais ça allait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait pas, il en prenait pas 7 ou 6 ou 13. Tu vois, je veux dire, on était sur un petit ratio pour Al Horford. Et donc, ce que je vais surveiller, c'est... On est dans une série où... Al Horford, évidemment, vu qu'il y a Miles Turner en face, va plutôt être amené à l'extérieur, puisque Miles Turner, soit il shoot à mi-distance, soit il shoot à 3 points, et éventuellement il y a un ou deux alley-oop, mais généralement il se retrouve dans l'ensemble, c'est vrai. L'extérieur, donc à l'avantage un peu d'Al Horford, parce qu'on va pas lui demander de. Je veux dire, il doit pas se farcir Hartenstein là, tu vois, sur une série, ce qui aurait été une autre galère, puisque notamment, pour ceux qui n'ont pas la stat forcément, New York fait partie des équipes, si ce n'est l'équipe la plus agressive au rebond offensif. Indiana, c'est pas le cas. Ouais, c'est plus peinard. Indiana, c'est plus peinard. Donc pour Al Horford, il y a des choses à son avantage. Si Big Al, Papa Horford, commence à nous rentrer ses tirs à 3 points... c'est chiant pour les Pacers. C'est même pas chiant, c'est tout à fait chiant pour les Pacers, mais je vais aller encore plus loin. La série, elle va être expéditive. Okay. Expéditive. Vraiment, parce que à partir du moment où Horford commence à rentrer ses 3 points, ça va créer, dans une défense d'Indiana qui n'est quand même pas déjà extraordinaire, des grosses galères. Et on l'a vu que pour Indiana notamment, sur certains 5 où ça joue un peu plus robuste avec Hartenstein, ça leur apportait aussi quelques facilités en termes de recovery défensif. Parce que tu es moins sur le spacing qui derrière va créer des problèmes évidemment pour certains défenseurs pour venir aider. Donc, si Horford commence à rentrer ses shoots extérieurs, horrible pour Miles Turner de défendre avec Siakam un peu mieux l'arceau, ligne de pénétration de malade pour Tatum et pour Brown. Si par contre ça rentre un peu moins, comment est-ce que tu vas faire côté Mazzulla ? Est-ce que tu vas conserver toujours du Al Horford ou tu vas dire attends, qui je sors de ma boîte, est-ce que je fais un 5 un peu plus petit, je peux pas compter sur Porzingis, Horford ne rentre pas ses shoots, on fait un 5 quoi avec Tatum en pivot, on va mettre ou Tillman tiens dont tu parlais qu'on va essayer, et on va mettre quoi du coup, on va mettre Hauser pour spacer tout ça, ça va faire quoi, Brown, Tatum, Hauser et certains gars. Disons qu'il peut enlever le fait si Horford met ses tirs à longue distance, ça peut enlever des maux de tête à Mazzulla en tout cas. Exactement, et donc pour le moment 2 matchs incertains de Porzingis, ça peut aussi devenir 4. Ça peut aussi devenir une série qui est compliquée et où du coup il faut vite que Porzingis revienne. Ils ont besoin d'Horford, non ? Le scénario idéal, c'est Horford a une belle réussite sur cette série en soutien de ce Game 5 contre Cleveland où il a été excellent et où là, t'as même pas besoin de faire jouer Porzingis de la série. Porzingis, il prend 2 semaines de rab et on se retrouve en finale NBA. Ce scénario, il existe. Il existe, mais il va pas être facile à trouver. Il va pas être facile, mais je vais le garder en tête parce que je crois que Horford, là, il a retrouvé un peu le déclic au niveau de son poignet et il va falloir que ça rentre parce que attention, sinon Rick Carlisle, il va axer là-dessus. Il va y avoir certains choix qui vont être faits, notamment peut-être de mettre peut-être du Tyrese Haliburton en fait, notamment sur du Horford pour le cacher. Et donc derrière, Miles Turner, tu vas être un peu mieux pour forcer
les extérieurs avec Siakam, forcer les extérieurs de Boston comme Holiday, White, Tatum et Brown à prendre des shoots à mi-distance ou à forcer à 3 points. Attention. Attention. Papa Horford, on va essayer de voir ce qu'il fait pour permettre à ces Celtics d'aller en finale NBA. On finit avec quoi ? Un pronostic, l'avenir, tout de suite maintenant. Et avant ça, on rappelle évidemment, Alex, les messages importants. Le magnifique bandeau jaune que vous connaissez bien. Les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans. Et même si vous avez 18 ans et que vous voulez miser sur les Indiana Pacers, par exemple. Dont la cote est à 30 pour être champion NBA. Ah ouais, ça va. C'est propre. Les Celtics sont à 1,60. Il ne faut pas miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, quelle que soit l'équipe sur laquelle vous misez. Voilà, ça c'est un conseil qui marche dans 100% des cas. Faites pas les bolos. Alex, est-ce que tu es prêt ? Oui. On va afficher un super bandeau. Il va avoir ton score. On va voir si tu nous mets Boston ou Indiana en finale NBA. Et tu vas nous expliquer tout ça. 3-2-1. Je mets Boston, 4-2. Ils finissent là-bas. Ils sont forts à l'extérieur. On en a parlé là tout à l'heure pendant la preview. Donc je les vois tout à fait capables de... En fait, je vois tout à fait Boston être capable de gagner à Indiana. Je pense qu'Indiana peut même en gratter un petit, le traditionnel Game 2. J'allais te poser la question, c'est quoi le format de la série ? C'est 1-1, 2-2, 4-2 ? Ouais, c'est pas mal ça. Ou 2-0, 2-2, 4-2 ? 1-1, attends. 1-1, 2-2, 3-2, 4-2. Oui, c'est pas mal ça. 1-1, 2-2, 3-2, 4-2. Je vois les Pacers bien résister à Boston. C'est pour ça que je mets 4-2. Parce que je suis d'accord, je pense qu'effectivement la réussite d'Orford, je pense quand même que l'absence de Porzingis va être préjudiciable aux Celtics, particulièrement dans cette série. Miles Turner est en forme. Et c'est vrai qu'il va moins sous le cercle, il va moins demander à Papa Horford de la protection verticale de cercle et tout. Par contre, c'est chiant, il va falloir le suivre loin. Il est grand et quand il rentre ses tirs, lui aussi, c'est un problème. Je pense que les role-players des Pacers sont évidemment moins forts, notamment Nesmith et Nembhard. Ce sont des role-players du 5 majeur qui vont avoir en face d'eux des Jaylen Brown, on verra, peut-être Nesmith va se mettre sur Tatum. On va voir comment ils vont organiser tout leur bazar, mais là, il y a un vrai avantage Boston, mais les role-players peuvent faire quelque chose et gêner. Je pense que Carlisle peut jouer des tours à Mazzulla et que ça peut permettre à Indiana de prendre 2 matchs. Maintenant, les Celtics ont de la marge. Ils ont de la marge, on n'en a pas trop parlé. Justement, j'aime bien Nesmith, j'aime bien Nembhard. J'ai quand même l'impression que le dos Tatum-Brown peut faire une boucherie dans cette série, moi. Et il n'y a pas trop sur les ailes, va falloir que vraiment... Siakam va s'y coller aussi, je veux pas l'oublier forcément, il va s'y coller sur Tatum. C'est bien chiant quand même. Mais c'est très chiant. Je pense que le duo d'ailiers de Boston peut nous faire une bonne grosse boucherie dans cette série et que du coup ça va quand même compliquer sérieusement la tâche. Je veux dire, là les Celtics font leur début de playoff avec un Tatum à 28% de loin. Qu'est-ce qui se passe si Tatum redevient un peu Tatum de loin, quoi. C'est dans quel... Tu vois, donc il y a de la marge vraiment pour Boston. Je pense que les Pacers ont de quoi exploiter les erreurs et l'éventuelle indiscipline de temps en temps de Boston. Donc je mets 4-2, mais je suis assez serein. Boston va aller en finale NBA. Boston en finale, comme beaucoup de pronostics, j'imagine. Dites-nous ce que vous en pensez. Aussi, Je vais essayer de faire aussi bien qu'Alex. Ça tombe bien, 4-2. Ah, t'as mis la même. Alors, comme souvent sur les pronostics de Boston sur ces playoffs 2024, 4-2, mais on espère mieux. Enfin, je veux dire, moi, j'espère que Boston, quand ils voient ça 4-2, ils disent « Oh, les gars ». Donc, attends, vous nous donnez donc 2 matchs aux Pacers. Moi, j'en donne 2 pour tout ce que tu as souligné et le fait que cette attaque de Indiana, il y a certains matchs sur 48 minutes où il n'y a rien à faire. Merci d'être venu, mais par exemple, tu t'es pris 60% au tir, 50% à 3 points. Le Pacers Game. Le Pacers Game, ça fait très mal. Ils sont très bons devant leur public et je pense que le banc peut, sur 1 ou 2 matchs, outplay celui de Boston et donc faire cette différence. Hashtag McConnell et tous les copains. Pour autant, il va falloir que Indiana ait cette réussite-là parce que je réinsiste, c'est une équipe qui se base énormément là-dessus, sur cette réussite, cette agressivité. Mais Boston en face ne laisse pas de seconde chance. Si Indiana n'est pas efficace autant qu'ils doivent l'être, ça peut être beaucoup plus expéditif que ça. C'est vrai. Et j'espère que ça va l'être pour Boston parce que, évidemment, tu as envie d'aller en finale NBA en envoyant un message encore plus fort. Est-ce qu'ils vont refaire 4-1 ? Est-ce qu'ils vont faire 4-0 ? Je sais pas. Si ça se trouve, ils vont nous dire « Non mais les gars, vous avez complètement craqué. Nos 2 premiers matchs, on va verrouiller tout ça parce que
on l'a dit, offensivement, 2 équipes qui sont toutes les deux capables de planter 130 points. Défensivement, genre Boston défensivement mettra un gros verrou. Boston est capable de mettre un très gros verrou. Donc attention, je mets 4-2. J'espère que ça va être moins pour les Celtics parce qu'ils ont les avantages sur les ailes, parce qu'ils ont l'avantage d'expérience. Bon, il y a le banc et le coaching où il y a ces interrogations-là. Et donc je suis d'accord avec toi, on en laisse un ou deux, mais on est d'accord avec Alex, ce sera Boston qui ira en finale contre qui NBA. Contre qui? Entre Dallas et Minnesota. Putain, la phrase. Quelle série ça peut être aussi, ça? Franchement. On en fera la preview demain si vous êtes sage. Ce qui est sûr et certain, c'est que le Game 1 de cette série entre Boston et Indiana, c'est ce mardi soir. Dans la nuit de mardi à mercredi, ouais, à 1h du mat. Un truc comme ça, une gentillesse de 1h du matin ou 1h30. Je regarde tout de suite. Ouais, je crois que c'est 1h, mais je vais vérifier. Et ça mouline un peu. Hop là. Tu sais, on arrive maintenant à avoir... 2h. Oui, ça y est, on est en prime time. Ouais. On est en finale de conf prime time, donc on prend du café et on se retrouvera évidemment pour ça. Dites-nous vous quel est le pronostic sur cette série, on vous fait des gros bisous et à très très vite Ciao. sur la chaîne YouTube Trash Talk. Ciao. Ciao.